Ben oui, encore moi, mais oui, Jocelyn Bossa, professeur d'histoire et géographie. Alors, aujourd'hui, capsule vidéo, module 5, les territoires agricoles en première secondaire. Nous avons quatre petits sujets dans cette capsule. Alors, nous allons tout d'abord commencer par les bandes riveraines. Alors, lorsqu'on fait des pratiques de fertilisation, de travail du sol et de drainage, ben ça a des répercussions sur la qualité de l'eau. Vous allez dire comment ça se fait? On travaille le sol, on le fertilise, qu'est-ce que l'eau vient faire là-dedans? Mais c'est ce qui arrive, c'est que les fertilisants, qui sont souvent des insecticides, des pesticides, alors insecticides c'est pour les insectes, pesticides c'est pour les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, ben, lorsqu'il va pleuvoir, qu'est-ce qui va arriver? Ces fertilisants-là vont être dirigés vers l'eau. C'est pourquoi on doit, de plus en plus, il y a même certaines municipalités que c'est des règlements, on doit planter des buissons, des petits arbres, des petits arbustes le long des cours d'eau. De cette façon-là, les buissons, les arbustes, les arbres, on voit ici, c'est encore plus près de l'eau, qu'est-ce qui arrive? Ça va protéger l'eau parce que les fertilisants vont être captés par la bande riveraine. Alors c'est pour ça qu'on essaie de trouver des nouveaux moyens, toujours, pour régler le problème de contamination des eaux. Même ceux qui ont des chalets maintenant doivent, s'il y a des places, comme je disais tantôt, c'est interdit de déboiser ou d'arracher pour avoir accès directement à l'eau. On doit laisser une bande riveraine. Alors, c'est bon pour l'agriculture, c'est bon aussi pour les paysages riverains ou le paysage riverain, comme c'est écrit ici. Dans la deuxième partie, nous allons parler de l'industrie porcine, qui est très importante pour l'agriculture au Québec. Allons-y. On l'a vu dans une autre capsule vidéo, l'industrie agroalimentaire la plus profitable au Québec, c'est l'industrie du lait et tous ses dérivés. Par contre, on a en deuxième place l'industrie porcine. Alors, quand on dit que tout le monde critique les cochons parce que ça sent mauvais, on entend souvent ça de la part des riverains, de la part des habitants, même des villes, mais qu'est-ce qui arrive? Tout le monde veut quand même manger du jambon, du bacon, des côtelettes de porc. Alors, pourquoi l'élevage de porc provoque-t-il autant de réactions négatives dans la société? On a déjà dit aussi, étant donné qu'il y a moins de fermes, mais qu'elles sont de plus grosse taille, forcément, il va y avoir de la pollution de l'air. Les cours d'eau aussi vont être affectés. Alors, quand on va épandre, hein, c'est pas une erreur, là, on dit souvent étendre, mais le vrai mot c'est épandre. Le lisier de porc, encore le lisier c'est du fumier, les vrais mots. Alors, qu'est-ce qui arrive si on en épand trop? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il pleut? Bien, l'écoulement de l'eau s'en va vers les ruisseaux, les rivières et ça entraîne une pollution de l'eau. Alors, c'est pas juste des mauvaises odeurs, c'est pas juste ça pue, ça peut aussi contaminer les cours d'eau. Alors, si on a trop de porc, trop de lisier, bien, la capacité des champs à recevoir ce lisier est limitée. Alors, on a de plus en plus de pollution. On dit que de toutes les provinces canadiennes, c'est le Québec qui produit le plus de porc. 80%, imaginez, c'est beaucoup, des exploitations viennent de la Montérégie, de Chaudière-Appalaches et de la région de Lanaudière. On a une carte ici pour vous montrer ça. Alors, on voit le Québec divisé en régions administratives. Alors, on voit ici Lanaudière, Montérégie, ici, et Chaudière-Appalaches, ici. Alors, on le voit, ça s'applique à pas mal toutes les exploitations agricoles du Québec, mais là, vu qu'on parle des porcs, alors on a ça, les fermes porcines. Alors, vous voyez, en 1976, on avait beaucoup de fermes, pas beaucoup de porcs par ferme, et graduellement, les fermes ont diminué, mais on a eu de plus en plus de bêtes dans celles-ci. Alors, vous voyez, maintenant, on a des méga porcheries. Alors, elles sont moins nombreuses, mais l'exploitation est plus grosse parce qu'on a plus de cochons à entretenir. Dans la partie qui va suivre, nous allons parler de l'agriculture intensive et durable, qu'on peut aussi appeler extensive. Les deux
modèle d'agriculture utilisé au Québec. On a au Québec ce qu'on appelle l'agriculture intensive qui vise une grande productivité et un meilleur rendement. Pour ce faire, qu'est-ce que l'agriculteur va devoir faire? Donc, il va utiliser une grosse machinerie, donc beaucoup de machinerie lourde, et il va mettre des engrais chimiques, on en a parlé tantôt, insecticides, pesticides. Alors, on va des fois se spécialiser dans une production en particulier, ça peut être du blé, de l'orge, de l'avoine, et on a de plus en plus d'animaux sur une même surface. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, c'est sûr que le sol va, avec le temps, être moins rentable. Alors, il va falloir mettre de plus en plus d'engrais. Et pour faire plus de profit, c'est ça qu'on dit, on va se spécialiser des fois dans une production en particulier, que ce soit production alimentaire plus végétale, si on veut, ou plus animale. De son côté, l'agriculture qu'on dit durable ou extensive, on veut assurer les besoins de tous en nourriture, mais à la fois, on veut protéger les ressources naturelles qui sont le sol, l'air et l'eau. Et bien sûr, on veut aussi que l'animal ait une meilleure vie, une meilleure qualité de vie, plutôt que d'être enfermé dans un enclos et qu'on le nourrisse. Alors, lorsque c'est une agriculture durable, ben, on va laisser les animaux dans un pâturage, dans un grand enclos. On va s'assurer d'une meilleure vie. C'est sûr que ça va être moins rentable. C'est sûr aussi ça va peut-être prendre plus de temps, mais au moins on respecte la nature et les animaux. On va utiliser des semences originales et on va faire une rotation des terres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, juste avant, on va dire que ça va utiliser de l'engrais organique, du fumier de vache, de poulet ou le lisier de porc. Mais revenons à notre rotation des cultures. Dans le but de laisser reposer le sol, on va laisser une partie, là c'est un diagramme circulaire bien évidemment, là. Un vrai champ, ça serait rectangulaire ou carré, mais le diagramme circulaire ici explique bien. Le terme jachère, c'est laisser la terre se reposer. Ça veut dire que sur 3 ans, on va avoir une rotation. Ici, pendant une année au complet, on ne va pas rien semer. On va laisser le sol reprendre sa forme, on va laisser le sol reprendre sa force, on va laisser le sol redevenir plus fertile. Et ici, on peut planter, là, c'est un exemple, c'est de l'orge et du blé, mais ça aurait pu être de l'avoine, ça aurait pu être du blé d'Inde, ça aurait pu être plein d'autres choses. Mais le graphique est fait pour l'orge et le blé. Alors, on va semer de l'orge et ici, on va semer du blé. L'année d'après, qu'est-ce qui arrive? Vu que le sol a repris de la force, bien, le blé s'en vient ici, l'orge s'en vient ici, et c'est cette partie-là ici qui va être laissée en repos, on dit laissée en jachère, pour que, à son tour, cette partie du sol-là reprenne sa force. Et la 3e année, mais qu'est-ce qui arrive? Bien, le blé ça va s'en venir ici, et l'orge va s'en venir ici, excusez, et c'est cette terre-là ici qu'on va laisser en jachère. Dans la dernière partie de 4, comme j'ai dit au début, nous allons parler de l'agriculture biologique. D'où ça vient? Qu'est-ce que l'agriculture biologique? On entend souvent ça, parler d'alimentation bio. Alors, je vous laisse aller voir ça. Alors aujourd'hui, on entend souvent parler de produits bio pour biologique. Mais que signifie le mot biologique? On pense souvent que c'est de cultiver sans engrais chimiques comme les pesticides ou les OGM, qui signifie organismes génétiquement modifiés. Ce type d'agriculture, alors qu'on veut vraiment que ce soit des produits de la terre, on n'a pas mis aucun produit chimique, bien, qu'est-ce qui arrive? On veut que ça soit naturel le plus possible. Ça s'est développé en Europe dans les années 1930. Le but de l'agriculteur à l'époque était de travailler, comme j'ai dit tantôt, avec des moyens naturels. Donc, pas de suppléments végétal ou animal qu'on va donner aux animaux. Contrôle des insectes et engrais organiques. On va s'assurer d'avoir la meilleure nourriture possible et la plus propre possible. Alors, on maintient un équilibre entre le nombre d'animaux et la surface cultivée. Finalement, on va maintenir aussi un équilibre entre les surfaces boisées et celles déboisées. Et voilà, c'est déjà terminé. Alors, comme à chaque fois, je vous dis, soyez là pour une autre capsule bientôt. Bye bye.